En 1943, Auschwitz était le plus grand centre d'extermination nazie. Sous la devise « Le travail libère », des milliers de prisonniers y étaient accueillis chaque jour. La plupart ignoraient qu'ils se dirigeaient vers une mort certaine dans les chambres à gaz. À l'intérieur des chambres à gaz d'Auschwitz se déroula l'un des crimes les plus atroces de l'histoire. Conçus pour ressembler à des douches collectives, ces chambres étaient en réalité des pièges mortels où des milliers de personnes étaient conduites par tromperie. Une fois les portes scellées, du gaz Zyklon B y était introduit, provoquant une mort lente et atroce en quelques minutes. Hommes, femmes et enfants mouraient ensemble dans un chaos de cris, de désespoir et de suffocation. Les corps étaient ensuite retirés par des prisonniers contraints de travailler comme Sonderkommandos, chargés de nettoyer les chambres, d'extraire les dents en or et de préparer les corps pour les crématoriums. Ce processus se répétait plusieurs fois par jour, faisant de ces chambres un symbole de la mort industrialisée. L'enfer sur Terre, Auschwitz-Birkenau. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939, Adolf Hitler ordonna l'élimination ou l'emprisonnement de tous les dirigeants intellectuels et politiques polonais. Au même moment, le Führer commença à esquisser ses plans d'invasion de l'Union soviétique. Cela conduisit le chef du Parti national-socialiste à envisager la nécessité d'un centre de détention pour d'importants contingents de personnes. Le Reichsführer SS, Heinrich Himmler, fut chargé de la mise en œuvre de ce projet. Il choisit un complexe de casernes polonaises datant de la Première Guerre mondiale où fut établi le camp principal, ou Stammlager. Le centre de commandement SS y était situé et les bâtiments furent adaptés pour accueillir des centaines de milliers de prisonniers politiques et de déportés potentiels. Une fois approuvé par Himmler, le camp passa sous la direction de Rudolf Höss qui avait supervisé la construction et le développement du complexe. Le 20 mai 1940, les 30 premiers prisonniers arrivèrent à Auschwitz. Il s'agissait de criminels allemands au caractère très dur qui allaient devenir les capots des autres détenus, c'est-à-dire une sorte de gardiens au sein des baraquements. Ces hommes furent les modèles des pratiques violentes et sadiques avec lesquelles ils torturèrent les 700 premiers prisonniers politiques polonais envoyés le 14 juin. Cette forme de contrôle de masse par la violence allait devenir le modus operandi fondamental parmi les détenus. Ainsi, les Allemands s'assuraient que les prisonniers eux-mêmes maintenaient un ordre ou un statut par la coercition entre les vétérans et les nouveaux prisonniers. Tous les prisonniers étaient identifiés par des numéros compris entre 30 et 1 et 758. En juillet 1940, la construction du crématorium et de la chambre à gaz commença, censée ne pas être destinée à des massacres, mais plutôt à servir de méthode d'exécution pour les prisonniers condamnés à mort. Au cours de sa première année, Auschwitz accueillit quelques 70 000 prisonniers politiques, principalement des intellectuels, des artistes et des révolutionnaires polonais. Cependant, la prison ne tarda pas à devenir un camp d'extermination. Bien que les historiens ne soient pas parvenus à s'accorder sur le début réel du génocide des Juifs d'Europe, l'exécution de ce qu'Hitler appelait la solution finale au problème juif remonte à 1941 avec l'invasion de l'Union soviétique. À cette occasion, le Führer a affirmé son intention d'anéantir les groupes ethniques sémitiques, affirmant également que le bolchevisme est la représentation la plus récente de la menace juive. Selon des documents et des déclarations du procès de Nuremberg, les premiers transferts massifs de Juifs vers le camp destinés à l'extermination ont eu lieu en janvier 1942, au moment même où le complexe d'Auschwitz était agrandi par un camp pour femmes, connu sous le nom de Birkenau. À partir de ce moment, des convois chargés de Juifs arrivaient sans interruption à Auschwitz. Les hommes commençaient leur journée à 4h30, tandis que les femmes commençaient encore plus tôt. Bien sûr, cela n'était pas volontaire. Les surveillants du camp sonnaient un grand gong et frappaient à coups de bâton celles qui ne se levaient pas immédiatement. Durant cette période initiale, les prisonniers étaient autorisés à utiliser les latrines dans un état déplorable en raison du manque de propreté et d'eau potable. Chaque pièce équipée d'un évier devant servir 1000 personnes par jour. Le petit déjeuner se composait d'un demi-litre de café ou de thé, mais sans nourriture. Après le deuxième coup de gong, les Juifs devaient se tenir debout par rangées de 10 en plein air, quel que soit le temps, vêtus uniquement de leurs vêtements légers, appelés pyjamas rayés.
Même pendant les hivers les plus rigoureux, ils devaient attendre l'arrivée des officiers SS pour faire l'appel. Les Allemands examinaient rigoureusement l'état des Juifs, contraints de rester debout stoïquement, et ils étaient sévèrement punis pour diverses raisons, que ce soit pour avoir perdu un bouton de chemise, avoir l'air débraillé ou être tombé à terre avant l'arrivée des nazis. Après cela, les prisonniers se rendaient au travail 5 par 5, tandis qu'un orchestre de femmes jouait de la musique joyeuse. Les journées de travail forcé duraient environ 11 heures en été et un peu moins en hiver. Les capos, les détenus les plus anciens, étaient responsables du comportement des prisonniers pendant leur travail et pouvaient infliger des punitions s'ils le jugeaient nécessaire. Aucune période de repos n'était autorisée, et le déjeuner consistait en un bol peu profond de soupe aux épluchures de pommes de terre. Le dîner consistait en un morceau de pain, généralement moisi et rassis, que les prisonniers gardaient généralement pour le petit déjeuner du lendemain. À 19 heures, un deuxième appel avait lieu, au cours duquel les prisonniers pouvaient être pendus ou fouettés selon leur comportement au travail. Si un prisonnier manquait, les autres devaient rester debout jusqu'à ce que l'on retrouve l'absent ou que la raison de son absence soit découverte, même si cela prenait des heures. À 21 heures, le gong sonnait le couvre-feu, aussi appelé silence de la nuit. À cette époque, les prisonniers étaient envoyés dans les baraquements, où ils vivaient dans des conditions de surpopulation. Ils dormirent dans de longues rangées de couchettes en briques ou en bois, ou à même le sol, allongés sur leurs vêtements et leurs chaussures pour éviter qu'ils ne soient volés. Il y avait aussi des centres d'expérimentation médicale, où les scientifiques nazis testaient des méthodes de stérilisation au rayon X et exposaient les prisonniers à diverses maladies afin de trouver des vaccins. D'horribles tortures étaient pratiquées dans les installations médicales, principalement liées à la capacité reproductive des femmes. D'autres bâtiments sinistres, comme les chambres à gaz et le crématorium, ont vu la mort d'1 million d'âmes entre 1942 et 1945. L'arme ultime d'Hitler, le Zyklon B, l'insecticide de l'Holocauste. En 1941, le commandant d'Auschwitz était confronté à un grave problème opérationnel, une sorte de goulot d'étranglement logistique. La nécessité d'exécuter des prisonniers russes, toujours plus nombreux, et la perspective d'être contraint de tuer des Juifs et des Roms à grande échelle dépassaient totalement les capacités opérationnelles d'Auschwitz. Les fusillades de masse étaient coûteuses en temps et en argent, nécessitant une rotation constante des soldats et une grande quantité de munitions, et étaient également peu pratiques, nécessitant l'emploi d'un personnel nombreux pour enterrer les corps. Les autorités du camp testèrent une méthode d'extermination qui, en principe, s'avéra plus efficace. Il s'agissait d'un système macabre. L'arrière d'un camion était hermétiquement fermé et relié au pot d'échappement, de sorte que lorsque le moteur était démarré et maintenu en marche, les personnes à l'intérieur suffoquaient. Le système était efficace, mais non sans inconvénient, car les camions ne pouvaient pas transporter un grand nombre de prisonniers. Et le problème central, celui du nombre, n'était pas résolu. Même s'il leur a fallu un certain temps pour s'en rendre compte, la solution était sous leurs yeux. Le Zyklon B, un produit chimique hautement toxique produit par la Degesch. La société, filiale de Degussa, apporta à Auschwitz comme désinfectant à l'été 1941. Ce produit dangereux avait été découvert par le scientifique allemand Fritz Haber, prix Nobel de chimie en 1918. L'idée était séduisante. Après tout, le Zyklon B était un insecticide puissant, très efficace contre tous les types d'insectes, mais encore plus contre les animaux à sang chaud et, par conséquent, extrêmement toxique pour l'homme. En fait, il avait déjà été utilisé comme méthode d'exécution aux États-Unis, dans les chambres de la mort d'Arizona, dans les années 90. Le commandant adjoint d'Auschwitz, Fritsch, décida de mener une expérience. Le 3 septembre 1941, il emmena 600 prisonniers russes et 250 malades dans une cellule souterraine, et des SS portant des masques à gaz libérèrent le Zyklon B. Le succès fut total, et les prisonniers moururent sur le coup. Dès sa visite à Auschwitz, le commandant du camp Hoss l'informa des immenses possibilités du Zyklon B. Ils convinrent alors de l'utiliser pour l'exécution des prisonniers russes et pour les massacres nécessaires à la solution finale d'Hitler. L'entreprise Jatopf obtint un contrat pour la construction de chambres à gaz beaucoup plus grandes et plus robustes, reliées à des crématoires appropriés à Auschwitz-Birkenau. Le gaz, quant à lui, devait être fourni par les entreprises Tesch Stabenow
et Degesch. Les techniciens de Tesch conseillaient la ventilation des chambres. Le Zyklon B se présentait sous forme de minuscules cristaux qui, au contact de l'air, libéraient de l'acide cyanhydrique. Une fois les prisonniers enfermés dans la chambre à gaz, le Zyklon B était versé par les 2 trous du plafond. Les cristaux tombaient sur les personnes présentes et commençaient immédiatement à s'évaporer. Au début, des cris se firent entendre, mais le silence s'installa rapidement. 15 minutes plus tard, la chambre à gaz fut ouverte et les corps entassés au sol furent transportés au crématorium. 15 minutes supplémentaires suffirent à aérer complètement les chambres et à les réutiliser. L'opération ne nécessita que 3 ou 4 personnes et un groupe de prisonniers juifs appelés Sonderkommandos, chargés de la surveillance des corps. L'efficacité du Zyklon B permit de tuer des milliers de personnes par jour. Les Juifs, amenés par train plombé en provenance de Varsovie, Thessalonique, Paris, Kiev, Turin et Łódź, furent assassinés le jour même de leur arrivée, et les chambres à gaz étaient alors prêtes à accueillir les trains arrivant le lendemain. Il fut également possible de liquider l'intégralité du camp Rome d'Auschwitz, qui comptait environ 4000 personnes en une seule journée, le 1er août 1944. Joseph Mengele supervisa personnellement l'opération, conduisant le convoi qui emmenait les enfants aux chambres à gaz. Mengele entretenait des relations particulièrement étroites avec les enfants roms du camp, à qui il apportait parfois des friandises. Il lui faisait confiance et l'appelait « Oncle Mengele ». Plus d'1 million de Juifs, de Roms et de Russes furent assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz grâce à l'efficacité du Zyklon B. L'architecture de l'horreur, les chambres à gaz et le raffinement de la mort. Lorsque les premiers gazages eurent lieu à Auschwitz, le 3 septembre 1941, les autorités constatèrent l'insuffisance des installations. Nous avons déjà évoqué l'épreuve atroce qu'elles réalisèrent en gazant 850 détenus au Zyklon B dans le sous-sol du bloc 11 d'Auschwitz Ier. Cela poussa Höss et son commandant adjoint à repenser les espaces où le génocide pouvait être perpétré. La solution s'imposa, les gazages auraient lieu dans les crématoires, déjà équipés pour accueillir un grand nombre de corps. Au moins 700 victimes auraient pu être assassinées dans le crématoire 1, situé dans le complexe central d'Auschwitz, et la méthode s'avéra efficace. Des dizaines de milliers de personnes furent assassinées dans le crématoire 1. Pour calmer les victimes, on leur imposa une désinfection et un déparasitage, prétextant une infestation de poux, le plus souvent causée par les gardiens eux-mêmes, qui infestaient les vêtements et les lits des prisonniers. On leur ordonna ensuite de se déshabiller à l'extérieur du crématorium, puis on les enferma à l'intérieur et on les gaza sans pitié. Le crématorium I servit de base et d'archétype aux chambres à gaz qui allèrent suivre. Après son démantèlement, le bâtiment fut transformé en entrepôt, puis en abri anti-aérien SS. Début 1942, les exterminations massives se délocalisèrent vers 2 chambres à gaz temporaires, appelées la Maison Rouge et la Maison Blanche, également appelées Bunkers 1 et 2, situées à Auschwitz II. Les crématoriums 2 à 5 furent construits beaucoup plus grands que l'original afin d'optimiser l'efficacité des massacres. À l'été 1944, la capacité combinée des crématoriums et des fosses d'incinération à ciel ouvert était de 20 000 corps par jour. Bien que des plans pour un 6e établissement, le crématorium 6, ait été découvert, celui-ci ne fut jamais construit. À partir de 1942, des Juifs de toute l'Europe occupée commencèrent à être transportés par train vers Auschwitz, arrivant par convoi quotidien. L'objectif était de dissuader l'Allemagne du génocide brutal qu'Hitler prévoyait d'exterminer les Juifs et les Roms. En procédant à ce massacre systématique en territoire occupé, le Troisième Reich espérait bénéficier d'une certaine flexibilité juridique face aux conséquences juridiques potentielles d'une défaite. Auschwitz devint ainsi le centre névralgique du génocide, et tous les plans du Reich visaient à améliorer l'efficacité des chambres à gaz et des crématoires afin de mener à bien plus rapidement le sinistre plan d'Hitler. La construction d'une voie ferrée menant aux crématoires 2 et 3 d'Auschwitz II débuta en mai, de même que celle d'une nouvelle et vaste rampe reliant les secteurs 2 et B2 pour rapprocher les victimes des chambres à gaz. Le jeu de la mort, l'horrible sélection des prisonniers pour les crématoires,
Le 29 avril, les 1800 premiers juifs hongrois arrivèrent au camp. Du 14 mai au début juillet 1944, 437 000 juifs hongrois, la moitié de la population d'avant-guerre, furent déportés à Auschwitz à raison de 12 000 par jour pendant une grande partie de cette période. Face à l'augmentation des exécutions, les crématoires durent être rénovés. Les crématoires 2 et 3 furent équipés de nouveaux ascenseurs reliant les fourneaux aux chambres à gaz, de nouvelles grilles furent installées, et plusieurs vestiaires et chambres à gaz furent repeints. Des fosses de crémation furent creusées pour servir de fosses communes, et l'afflux devint si important que les prisonniers chargés d'éliminer les traces durent recourir à l'incinération des corps dans des fosses à ciel ouvert, en plus des crématoires. Sur les 1 095 000 juifs déportés à Auschwitz, environ 205 000 furent enregistrés au camp et dotés de numéros de série. 25 000 autres furent envoyés dans d'autres camps et 865 000 furent assassinés dans les chambres à gaz peu après leur arrivée. Si l'on ajoute les victimes non juives, on obtient un chiffre de plus de 900 000 personnes assassinées sans être enregistrées. À leur arrivée à Auschwitz, après avoir franchi la sinistre arche d'entrée marquée « Le travail libère », les prisonniers subissent une première sélection. Ceux jugés aptes au travail étaient redirigés vers une file de droite et admis au camp. Ils étaient enregistrés, un numéro tatoué sur leurs bras et envoyés dans le complexe. Les autres, ceux qui arrivaient très faibles, âgés ou simplement marqués comme ennemis du Reich, étaient dirigés vers la file de gauche pour être immédiatement gazés. Le groupe sélectionné pour la mort comprenait presque exclusivement des enfants, des femmes avec de jeunes enfants, des personnes âgées et d'autres personnes qui, après une brève et superficielle inspection par un médecin SS, semblaient inaptes au service. Pratiquement n'importe quel défaut, comme des cicatrices, des bandages, des furoncles ou même une acné visible, pouvait constituer un motif d'inaptitude. Les enfants étaient contraints de marcher vers un poteau tenu à une certaine hauteur. Ceux qui pouvaient passer en dessous étaient sélectionnés pour le gazage. Les détenus incapables de marcher ou arrivant de nuit étaient conduits aux crématoires en camion. Sinon, les nouveaux arrivants y étaient parqués. Leurs biens étaient confisqués et triés par les détenus dans les entrepôts Canada, une zone du camp située dans le secteur BII qui abritait 30 baraquements utilisés pour stocker les biens pillés et qui devait son nom à un dérivé de Canada, car les détenus d'Auschwitz considéraient ce pays comme une terre d'opulence et d'abondance. Tous ceux qui étaient sélectionnés pour la mort étaient envoyés au crématoire, qui comprenait un vestiaire, une chambre à gaz et une salle des fourneaux. Dans les crématoires 2 et 3, le vestiaire et la chambre à gaz étaient souterrains. Dans les crématoires 4 et 5, ils étaient au rez-de-chaussée. Le vestiaire était équipé de crochets numérotés au mur pour suspendre les vêtements. Dans le crématoire 2, il y avait également une salle de dissection. Comme mentionné précédemment, à première vue, les crématoires ressemblaient à des hôpitaux macabres, les victimes croyant subir des douches, puis un déparasitage ou une désinfestation. Les victimes se déshabillaient dans un vestiaire et entraient dans la chambre à gaz par une porte marquée « toilette » ou « Desinfektionsraum », signifiant « salle de désinfection ». Lors des procès qui suivirent, un ancien détenu témoigna d'un fait très curieux, témoignant du sang-froid et de la cruauté calculée des nazis. La terminologie des panneaux variait selon les personnes assassinées, qu'il s'agisse de Polonais, de Hongrois ou de Russes, garantissant ainsi que personne ne se doute de rien avant d'entrer dans les chambres. Certains détenus recevaient même du savon et une serviette. En 1944, une chambre à gaz pouvait accueillir jusqu'à 2000 personnes, même si, dans les derniers instants de la Shoah, les officiers SS pouvaient en entasser jusqu'à 3000. Douche de sang, comment fonctionnent les chambres à gaz? Le Zyklon B était livré au crématoire par un bureau SS spécial, l'Institut d'hygiène. Après avoir fermé les portes, les SS versaient les pastilles de Zyklon B par des ouvertures au plafond ou des trous sur les côtés de la chambre. Les victimes mouraient généralement en moins de 10 minutes, bien que le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, ait témoigné que cela pouvait prendre jusqu'à 20 minutes. Concernant le processus de gazage, le journal de Leib a été retrouvé en 1952. Lonfus, un prisonnier juif d'Auschwitz qui travaillait comme Sonderkommando, a écrit à ce sujet « Il serait difficile d'imaginer qu'autant de personnes puissent tenir dans une si petite pièce. Quiconque refusait d'entrer était abattu ou déchiqueté par des chiens. Il suffoquait par manque d'air en quelques heures. »
puis ils fermèrent hermétiquement toutes les portes et le gaz pénétra par un petit trou dans le toit. Les personnes à l'intérieur ne pouvaient plus rien faire. Alors, ils ne poussaient que des cris amers et pitoyables. D'autres gémissaient d'une voix pleine de désespoir et d'autres encore sanglotèrent spasmodiquement et poussaient des gémissements déchirants et perçants. Et pendant tout ce temps, leur voix devenait de plus en plus faible. À cause de la grande cohue, les gens tombaient les uns sur les autres en mourant, jusqu'à ce qu'un tas de 5 ou 6 couches les unes sur les autres se forme, atteignant une hauteur d'1 mètre. Les mères se paralysaient, assises par terre, serrant leurs enfants dans leurs bras, et les maris mouraient enlacés. Certaines personnes formaient une masse informe, d'autres étaient debout, penchées, tandis que la partie supérieure, du ventre vers le haut, était allongée. Certaines étaient devenues complètement bleues sous l'effet du gaz, tandis que d'autres semblaient parfaitement fraîches, comme endormies. Après que les corps de 2000 morts se soient effondrés les uns sur les autres, formant une montagne de malheur qui allait marquer l'une des époques les plus infâmes de l'humanité, le Sonderkommando est entré en action. Prisonniers, ils étaient chargés de retirer les corps. Portant des masques à gaz, ils les sortaient de la chambre, retiraient leurs lunettes et leurs dentiers, et rasaient les cheveux des femmes. Le 6 février 1943, le ministère de l'économie du Reich avait reçu 3000 kg de cheveux de femmes d'Auschwitz et de Majdanek. Les cheveux étaient d'abord nettoyés dans une solution saline ammoniaque, séchés sur le sol en briques des crématoires, peignés et placés dans des sacs en papier. Ils étaient ensuite envoyés à diverses entreprises pour être utilisés dans la fabrication de divers produits. Un exemple de cette pratique macabre s'est produit dans une usine de Brême-Bühlmental où des ouvriers ont trouvé de petites pièces de monnaie gravées de lettres grecques. Certaines tresses, probablement celles des 50 000 juifs grecs déportés à Auschwitz en 1943. À la libération du camp en janvier 1945, l'armée rouge trouva 7000 kg de cheveux humains dans des sacs prêts à être expédiés. Juste avant la crémation, les bijoux furent retirés, ainsi que les prothèses dentaires et les dents contenant des métaux précieux. À partir du 23 septembre 1940, sur ordre de Heinrich Himmler, l'or fut extrait des dents des prisonniers décédés. Ce travail était effectué par des prisonniers dentistes et quiconque manquait à ces soins pouvait être incinéré vif en guise de punition. L'or était envoyé au service de santé SS et utilisé par les dentistes pour soigner les SS et leurs familles. Au 8 octobre 1942, 50 kg d'or avaient été collectés, provenant uniquement du retrait d'obturation ou de couronnes dentaires, pesant quelques milligrammes. Début 1944, entre 10 et 12 kg d'or étaient extraits des dents des victimes chaque mois. Les corps étaient finalement brûlés dans des incinérateurs à proximité et les cendres étaient soit enterrées, soit jetées dans la Vistule, soit utilisées comme engrais. Les restes osseux qui n'avaient pas été correctement brûlés étaient broyés dans des mortiers en bois. Le roi de la mort, l'histoire de Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz. Rudolf Höss naquit en 1901 dans une famille chrétienne allemande. Son père, très strict et fervent catholique, soutenait que son fils était destiné à entrer au séminaire. Le jeune Rudolf deviendrait sans aucun doute prêtre, du moins c'est ce que croyait sa famille. Plus tard, Höss lui-même écrira le passage suivant dans ses mémoires. « Moi, commandant d'Auschwitz. Ma vocation semblait toute tracée, car mon père m'avait promis que j'entrerais dans la vie religieuse. Toute mon éducation reposait sur l'accomplissement de ce serment. Une profonde religiosité régnait dans ma famille. Mon père était fanatiquement attaché à l'Église catholique. Mais contrairement aux attentes de sa famille, qui priait pour que le Benjamin du clan Höss devienne missionnaire et contribue à apaiser les cœurs, Rudolf perdit progressivement sa foi en la religion catholique et son intérêt pour la vie militaire grandit durant son adolescence. En 1916, après la mort de son père et à l'insu de sa famille, Höss s'engagea dans le même régiment que son père et son grand-père, entamant une carrière militaire qui allait sceller son destin, ainsi que celui de millions d'autres qui allaient mourir sous son commandement. La même année, le jeune Höss s'engagea politiquement au sein des Freikorps de Gerhard Rossbach, une organisation paramilitaire de 3000 hommes liés aux chemises brunes qui marqua le début de l'accession au pouvoir du jeune Adolf Hitler.
En 1923, sur ordre de Martin Bormann, alors superviseur des Freikorps, Heuss et d'autres membres de l'organisation matraquèrent à mort un enseignant local, croyant qu'il avait accusé un membre du groupe de Heuss de sabotage des lignes de ravitaillement françaises. Suite aux aveux de l'un des tueurs, Heuss fut arrêté et condamné à 10 ans de prison pour avoir été le meneur, tandis que Bormann ne fut condamné qu'à 1 an de prison. Après seulement 5 ans de prison, Heuss fut libéré grâce à une amnistie générale accordée aux partisans d'Hitler. À sa libération en 1928, il commença à travailler comme gérant dans des fermes et des complexes agricoles et rejoignit la Ligue Hartmann, une sorte de loge allemande qui professait la pureté du sang saxon et qui serait plus tard absorbée par le parti nazi. Au sein de la Ligue Hartmann, Heuss rencontra Heinrich Himmler et, grâce à cette relation, en 1934, sous le règne d'Adolf Hitler, il rejoignit la SS. En novembre de la même année, il arriva au camp de concentration de Dachau, l'un des plus brutaux avec Auschwitz, où il débuta sa carrière. C'est là que Heuss apprit la doctrine SS concernant le traitement brutal des prisonniers et devint premier commandant adjoint. Il fut rapidement promu lieutenant et envoyé à Sachsenhausen, où il servit comme chef de la garde impitoyable. Le 27 avril 1940, les nazis décidèrent de créer un nouveau camp de concentration, idéalement situé entre plusieurs lignes de chemin de fer, le rendant ainsi très accessible. Ainsi naquit Auschwitz-Birkenau, un lieu qui deviendra en quelques mois le théâtre principal de l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Quelques jours après la création du camp, le 1er mai, Rudolf Heuss arriva à Auschwitz, mais désormais en tant que commandant, accompagné d'une poignée de gardes et de 30 criminels transférés de Sachsenhausen, qui seraient les premiers détenus du camp. Auschwitz connut une croissance brutale en 1940, devenant l'un des centres névralgiques de la capture des Juifs en Europe. Mais ce n'est qu'en 1941 que le camp passa de prison à centre d'extermination. Rudolf Heuss avait été précis et implacable jusque-là, et cela ne changerait pas. Le commandant d'Auschwitz était un perfectionniste dans sa tâche. Il avait reçu l'ordre d'exterminer le plus de Juifs possible et il s'y tiendrait. Il fut d'ailleurs le premier à mettre en œuvre le concept sinistre des chambres à gaz déguisées en douches, permettant aux prisonniers de ne pas savoir qu'ils marchèrent vers la mort. Pour Heuss, la mort par le pesticide Zyklon B était un geste d'humanité, car elle évitait la violence et les fusillades. Interrogé plus tard sur ses méthodes, Heuss, froid et calculateur, répondrait « Techniquement, ce n'était pas si difficile. Il n'aurait pas été difficile d'en exterminer encore plus. Le meurtre lui-même était celui qui prenait le moins de temps. On pouvait se débarrasser de 2000 têtes en une demi-heure, mais c'était l'incinération qui prenait tout le temps. Le meurtre était facile. On n'avait même pas besoin de garde pour les conduire aux chambres. Ils entraient là simplement en s'attendant à prendre des douches et au lieu d'eau, on allumait du gaz toxique. Tout s'est déroulé très vite. Heuss était alors si inhumain que, lors du procès de Nuremberg, accusé d'avoir tué plus de 3,5 millions de Juifs dans les chambres à gaz, le commandant corrigea le juge. Il n'y en avait que 2,5 millions. Les autres sont morts de faim ou de maladie. Le sinistre Heuss était méthodique. Chaque jour, plusieurs trains transportant chacun 2000 personnes arrivaient à Auschwitz. À l'entrée, ils étaient divisés en 2 groupes. Ceux qui étaient aptes au travail étaient envoyés dans les camps de travail, et ceux qui étaient trop faibles étaient envoyés directement dans les chambres à gaz. Sous Heuss, Auschwitz devint une usine de mort, à tel point qu'elle ne pouvait être viable sans les énormes fours qu'il fit construire pour brûler immédiatement les corps qui sortaient des douches mortelles de Zyklon B. En 1944, Rudolf mena une vaste opération qui porterait son nom, l'opération Heuss, au cours de laquelle 450 000 Juifs hongrois, soit la moitié de la population juive de ce pays, furent déportés à Auschwitz. La mission fut véritablement brutale. Cette année-là, les chambres à gaz tuèrent environ 10 000 personnes par jour. Les fours à cadavres fonctionnaient 24 heures sur 24 et leurs énormes colonnes de fumée étaient visibles à des kilomètres à la ronde. L'industrie meurtrière efficace que Heuss avait installée dans le camp ne suffisait plus, et pour perpétrer le génocide, des exécutions de masse durent être pratiquées dans des fosses adjacentes aux camps de concentration. Finalement, en 1945, l'Allemagne étant assiégée par les Alliés,
Rudolf Höss abandonna son poste SS lié au camp de concentration et réussit à échapper à la capture en revêtant un uniforme de la Kriegsmarine. Mais après l'entrée des Alliés à Auschwitz et la découverte des horreurs qui s'y étaient déroulées, ainsi que du lien de Höss avec tout cela, une traque fut lancée qui conduisit à la capture de l'épouse du commandant, Hedwige. Menacée de perdre toute sa famille, celle-ci trahit son mari et avoua qu'il se cachait dans une ferme près de Flensburg. Le 11 mars 1946, Rudolf Höss, l'animal d'Auschwitz, fut capturé. Bien qu'il ait longtemps nié toute implication dans l'Holocauste, c'est lors du procès de Nuremberg qu'il finit par accepter son rôle de participant indispensable au génocide du peuple juif. Après avoir longtemps évité tout commentaire, Höss déclara « J'étais commandant à Auschwitz du 1er mai 1940 au 1er décembre 1943 et j'estime qu'au moins 2 500 000 personnes y furent assassinées et brûlées par le gaz et le feu. Au moins un demi-million d'autres moururent de faim et de maladie, soit un total de 3 millions de morts. Ce nombre représente environ 70 à 80% de toutes les personnes envoyées à Auschwitz comme prisonniers. De très jeunes enfants, incapables de travailler, furent tués par principe éthique. La fierté avec laquelle ce sinistre personnage prononça ces mots poussa les gardes à le frapper après l'interrogatoire. En novembre 1947, Rudolf Höss fut condamné à mort par pendaison avec 20 autres officiers nazis. L'homme qui avait orchestré ce meurtre calculé et réalisé le rêve le plus sanguinaire d'Adolf Hitler mourut pendu par le cou, les yeux rivés sur les survivants qu'il n'avait pas réussi à tuer. Les hommes du cimetière, l'histoire tragique des Sonderkommando juifs. Lors du processus de sélection à l'entrée à Auschwitz, les prisonniers masculins en bonne santé étaient séparés et ne rejoignaient aucune des deux files mentionnées ci-dessus. Ils étaient intégrés à un troisième groupe de prisonniers hautement sélectifs, les Sonderkommando, terme qui signifiait « commandos spéciaux ». Comme nous l'avons déjà mentionné, leur tâche consistait à gérer les cadavres laissés par les chambres à gaz. C'est pourquoi il est important de se plonger dans l'histoire de ces hommes, qui bénéficiaient de meilleures conditions de vie dans les camps de concentration, en échange de certains des pires emplois de l'histoire. Cette activité n'était pas facultative, et ceux qui étaient sélectionnés y étaient obligés. Ceux qui résistaient étaient anéantis. Quoi qu'il en soit, les membres de certaines de ces brigades, las d'être complices de ces crimes terrifiants, organisèrent des soulèvements au cours desquels ils se rebellèrent contre le nazisme et, dans certains cas, parvinrent à s'échapper. Je ne suis pas triste parce que je vais mourir, je suis triste parce que je ne pourrai pas me venger comme je le voudrais. Ces mots ont été écrits en 1944 par Marcel Nadjari, l'un des rares survivants des Sonderkommando du camp de concentration d'Auschwitz. Nadjari a laissé derrière lui des mémoires écrits sur papier relatant son expérience de Sonderkommando, confronté à la possibilité de ne pas survivre à la guerre. Son témoignage n'était qu'un parmi des dizaines d'aveux poignants que les membres de cette unité spéciale ont réussi à dissimuler sous terre, simplement parce qu'ils bénéficiaient de quelques privilèges supplémentaires par rapport aux autres prisonniers. Les Sonderkommandos étaient envoyés dans des baraquements différents de ceux des prisonniers ordinaires et bénéficiaient d'une meilleure nourriture. Ils disposaient également de matériel d'écriture, pouvaient fumer des cigarettes et prendre des médicaments précédemment volés par les soldats allemands aux autres prisonniers juifs. De plus, ils vivaient généralement plus longtemps que les autres détenus et n'étaient généralement pas victimes d'exécutions arbitraires et aléatoires dues aux coups des gardes. Cependant, ils étaient loin d'être des juifs sélectionnés ou de bénéficier d'avantages supplémentaires en échange de leur sympathie. Les personnes sélectionnées pour le Sonderkommando devaient être en meilleures conditions physiques que les autres, car elles étaient utilisées pour le travail forcé. Elles étaient sélectionnées sous la menace de mort et sans préavis des tâches qui leur seraient confiées. Elles ne pouvaient refuser d'accomplir cette tâche, et la seule façon de résister était l'exécution ou le suicide. Leur rôle consistait à forcer les prisonniers ordinaires à se déshabiller et à organiser leur entrée dans les chambres à gaz sans qu'ils se doutent de ce qui les attendait. Ils devaient ensuite extraire les corps rapidement et efficacement, les transportant jusqu'aux zones où se trouvaient les crématoires. Une fois sur place, ils devaient inspecter chaque corps, couper les cheveux des femmes et les placer dans des sacs. Fait marquant. Les Allemands les forçaient à ouvrir la bouche des cadavres,
et s'ils trouvaient des dents en or, ils devaient les extraire. Si les officiers découvraient que l'un des corps contenait encore des objets de valeur, même les plus infimes, ils tuaient le responsable sur le champ, le jetant vivant dans les flammes des fours. Une fois les corps incinérés, ils devaient trier les cendres et vérifier qu'il ne restait aucun fragment d'os, sinon ils devaient les broyer eux-mêmes. De plus, chaque fois qu'ils vidaient une chambre à gaz, les Sonderkommando devaient la laisser parfaitement propre, afin que le groupe suivant ne soupçonne pas la mort qui les attendait. L'appartenance à ce groupe restreint n'était pas permanente. Les membres de ce commando spécial étaient considérés comme des détenteurs de secrets et, bien qu'isolés du reste des prisonniers, après environ 3 mois de service en tant que Sonderkommandos, ils étaient envoyés dans les chambres à gaz, puis remplacés par de nouveaux détenus. Certains de ces prisonniers sélectionnés occupaient leur poste plus d'1 an, uniquement grâce à leurs compétences différentes de celles du prisonnier moyen. Selon certaines sources, on estime 14 générations de Sonderkommando ont existé. Bien que le nombre exact de Juifs qui ont participé à cette unité soit inconnu, en 1943, 1300 personnes faisaient partie de cette brigade spéciale à Auschwitz seulement. Et à la fin de la guerre, seulement 100 ont survécu. Bien sûr, cette activité était loin d'être agréable pour les captifs sélectionnés, généralement rongés par un profond sentiment de culpabilité. Pendant de nombreuses années, ils furent qualifiés de collaborateurs, même s'il devint plus tard évident qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Selon l'historien Gideon Greif, les Allemands ont délibérément choisi de les utiliser. Ils voulaient aussi que les Juifs partagent la responsabilité. C'est une idée très cruelle. Ils voulaient effacer la distinction entre criminels et victimes. Cependant, il y eut quelques cas où le Sonderkommando tenta de se rebeller. Le 2 août 1943, au camp de Treblinka, ils volèrent environ 25 fusils, 20 grenades à main et des dizaines de pistolets. Immédiatement après, environ 700 Juifs affrontèrent les gardes, provoquant de vastes incendies dans le quartier. Armés et forts de leur vaste expérience, les troupes nazies parvinrent à les neutraliser, mais une centaine d'entre eux réussirent à s'échapper du camp et 70 survécurent à la guerre. Un autre cas s'est produit en octobre 1944 à Auschwitz, lorsque des centaines de membres du Sonderkommando ont attaqué les dirigeants nazis avec 2 mitrailleuses, des haches, des couteaux et des grenades qu'ils avaient réussi à voler dans les entrepôts. Cependant, ce soulèvement a échoué, plus de 450 participants ayant été tués par les SS. Enfin, nous nous concentrerons sur le témoignage de Shlomo. Venezia, un survivant ayant participé au Sonderkommando, a avoué lors d'une interview. « C'est comme si le travail que j'ai dû accomplir là-bas ne venait pas de moi. On ne quitte jamais vraiment le crématorium. » Parallèlement, consterné par ce qu'il a vécu pendant la Shoah, il a partagé une question qu'il a portée en lui jusqu'au jour de sa mort. À quoi bon un peu plus de pain, de repos ou de vêtements quand on a les mains dans la mort tous les jours? Dommages collatéraux. Le jour où les Alliés ont failli bombarder Auschwitz. Au printemps 1944, les forces alliées reçurent une série de rapports de renseignements inquiétants décrivant diverses atrocités infligées aux Juifs par les officiers d'Adolf Hitler. Ces documents mettaient particulièrement l'accent sur le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne occupée, qu'ils décrivaient comme un lieu d'innombrables horreurs. Cela déclencha un débat parmi les dirigeants de l'offensive occidentale qui se demandaient s'il fallait bombarder Auschwitz pour détruire une cible ennemie clé, malgré le risque de tuer des centaines de milliers d'innocents. Ces faits restèrent cachés jusqu'à la fin des années 1970, les États-Unis ayant systématiquement nié connaître la véritable situation du peuple juif en Europe occupée. Cependant, le débat sur le bombardement d'Auschwitz ouvrit la voie aux historiens qui découvrirent enfin des documents sur les camps d'extermination remontant à 1941 qui montrent clairement que l'existence de ces prisons macabres posait un dilemme moral au plan d'action des Alliés. Il existe un fait peu connu concernant la Seconde Guerre mondiale, l'existence des camps de concentration et leur acceptation publique par les Alliés, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni. Bien que niés pendant des décennies, ces pays connaissèrent la vérité sur le génocide en Europe. Si vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas agi, la réponse est que cela les a placés dans une situation politique défavorable. Mais commençons par le commencement.
La solution finale au problème juif, comme l'appelait Hitler, consistait à exterminer systématiquement toute personne associée à des origines juives. Pour y parvenir, il utilisait de vastes installations telles que des prisons à ciel ouvert, où les Juifs étaient contraints de travailler, enfermés, torturés, utilisés comme cobayes pour des expériences macabres et exécutés en masse à l'aide de divers dispositifs tels que les horribles chambres à gaz. Le plus tristement célèbre de ces camps fut probablement Auschwitz-Birkenau, créé sous la supervision d'Heinrich Himmler et dirigé par la SS. Il accueillit jusqu'à 400 000 personnes dans des conditions inhumaines extrêmes, marquées par la surpopulation, la famine et les maladies. Pour éviter une condamnation internationale, Adolf Hitler créa également un camp semblable à un ghetto, une sorte de quartier où les Juifs vivaient dans des conditions précaires, loin de l'horreur et de l'extermination qui régnait ailleurs. Theresienstadt était une prison, mais aménagée pour au moins paraître habitable. Le sombre motif de cette décision était que Goebbels, le ministre de la propagande nazie, invita la Croix-Rouge à visiter les installations, projetant ainsi une image moins brutale du monde. Cela créa une version de la Seconde Guerre mondiale où les Alliés connaissèrent l'existence de grands camps de prisonniers de guerre, tout en ignorant les atrocités commises par les nazis. Cependant, ce n'est pas la vérité. En réalité, dès 1941, lorsque l'Holocauste prit la forme qu'il allait conserver jusqu'à la fin de la guerre, les Britanniques étaient déjà au courant des plans du Führer. Le Royaume-Uni avait intercepté des dizaines de messages d'officiers et de soldats SS évoquant des transports de prisonniers, des travaux forcés et des camps d'extermination, entre autres éléments qui permettaient aux services de renseignement britanniques de relier les points. Des documents prouvant que les États-Unis étaient également au courant de ces plans remontent à leur entrée en guerre en 1942. Le premier débat autour d'Auschwitz s'est élevé sur la question de savoir si les Alliés devaient encourager la médiatisation des horreurs commises dans l'Allemagne nazie. La réponse des généraux fut négative. La raison ? Une grande partie de l'opinion publique américaine et britannique était également antisémite. Et les dirigeants craignaient que l'opinion publique ne soit négative à l'égard de l'intervention américaine en Europe s'ils la considéraient comme une mesure militaire visant à défendre les Juifs. Les soldats déployés en Europe, pour la plupart, n'avaient aucune connaissance précise des tortures, des chambres à gaz et des autres atrocités subies par les Juifs, les Tziganes et d'autres groupes ethniques. Ils n'étaient pas non plus intéressés à le savoir, car l'objectif principal des Alliés était de stopper l'avancée territoriale d'Hitler, plutôt que de remettre en question son idéal de la race aryenne. Le deuxième grand débat eut lieu en 1944, lorsque les Alliés, après avoir progressé sur le front occidental et atteint les portes de la Pologne, envisagèrent de bombarder le camp de prisonniers d'Auschwitz, alors à son apogée, abritant 200 000 Juifs et 200 000 autres prisonniers politiques, polonais et soviétiques. De carburant synthétique de Farben, situé dans le complexe de Monowitz, également connu sous le nom d'Auschwitz II, où travaillaient des dizaines de milliers d'esclaves juifs, était d'un intérêt crucial pour les États-Unis, car l'Allemagne souffrait de pénurie de carburant. Cela compromettrait encore davantage la stratégie d'Hitler, notamment en le privant des moyens de ravitailler le Panzerkorps et la Luftwaffe. Mais l'opération s'annonçait extrêmement difficile. Le 4 avril, les Américains effectuèrent des vols de renseignement, au cours desquels ils prirent des photographies aériennes des 3 camps, afin d'élaborer un plan d'action efficace. Les analystes qui travaillaient sur ces images ignoraient totalement qu'ils observaient un camp de prisonniers de guerre. Bien des années plus tard, cette décision des autorités américaines fut vivement remise en question. Certaines versions affirment que les supérieurs hiérarchiques n'étaient pas non plus au courant de la situation. D'autres historiens suggèrent que l'information leur fut délibérément cachée, afin que la stratégie qui en découlait ne soit pas compromise par la crainte de tuer des innocents. Le 7 avril, 2 prisonniers polonais réussirent à s'évader d'Auschwitz et firent un récit direct aux responsables de la table des réfugiés de guerre américains. Ils détaillèrent la géographie du camp et racontèrent les horreurs qui y furent vécues, telles que la torture, les chambres à gaz et les crématoriums géants. Cependant, cela n'affecta pas les plans américains de bombardement d'IJ Farben. Le 26 juin, 71 bombardiers lourds, B-17 pilotant des avions Fortress, survolèrent à basse altitude, suivant la voie ferrée menant à Auschwitz sans toutefois mener d'attaque.
Ce mouvement visait à déterminer le temps de réaction des nazis car un autre plan proposé par l'US Air Force prévoyait de détruire les voies ferrées qui transportaient le carburant depuis Auschwitz, éliminant ainsi les voies d'approvisionnement. 2 mois plus tard, en août, la décision fut finalement prise d'attaquer certains bâtiments aux abords d'Auschwitz. L'usine IG Farben, la plus éloignée, située à environ 5 km de Monowitz, fut bombardée à 4 reprises. Des explosifs furent également largués sur des zones proches de Birkenau, notamment sur un hôpital allemand. Malgré ces attaques isolées, les Américains n'osèrent jamais déverser une pluie de bombes sur Auschwitz. Derrière les décisions militaires se cachaient de nombreux débats politiques et moraux sur les conséquences possibles de la dévastation d'un camp de prisonniers abritant des centaines de milliers d'innocents. Grâce à ces discussions, les défenseurs des réfugiés de guerre ainsi que les représentants juifs d'Amérique du Nord et de Grande-Bretagne réussirent à stopper un projet qui aurait privé le Troisième Reich de carburant, mais à un coût très élevé. Point final, les marches de la mort et la libération d'Auschwitz. À la fin de la guerre, les Allemands étaient en crise. L'armée rouge avançait impitoyablement sur le front de l'Est, et les crimes commis en Pologne étaient trop graves pour que les Alliés puissent les découvrir. S'ils mettaient la main sur les prisonniers vivants ou sur les camps de concentration, les nazis perdraient plus que la guerre. Les derniers convois de masse à arriver à Auschwitz comptaient entre 60 000 et 70 000 juifs du ghetto de Łódź, environ 2 000 de Térésine et 8 000 de Slovaquie. La sélection finale eut lieu le 30 octobre 1944 et, le 1er ou le 2 novembre 1944, Heinrich Himmler ordonna aux SS de mettre fin au gazage de masse. Le 25 novembre, il ordonna la destruction des chambres à gaz et des crématoires d'Auschwitz. Le Sonderkommando et d'autres prisonniers commencèrent à démanteler les bâtiments et à nettoyer le site. Le 18 janvier 1945, Engelbert Marketsch, un criminel allemand transféré de Mauthausen, devint le dernier prisonnier à se voir attribuer un matricule à Auschwitz, le numéro 202 499. Les nazis étaient engagés dans une course contre la montre pour éliminer les preuves de l'Holocauste. Selon l'historien polonais Andrzej Strzelecki, l'évacuation du camp fut l'un de ses chapitres les plus tragiques, si tant est qu'on puisse en mesurer l'ampleur. Himmler ordonna l'évacuation de tous les camps en janvier 1945, déclarant au commandant « Le Führer vous tient personnellement responsable de veiller à ce qu'aucun prisonnier des camps de concentration ne tombe vivant aux mains de l'ennemi. » Les biens pillés dans la caserne Canada, ainsi que les matériaux de construction, furent transportés jusqu'en Allemagne. Entre le 1er décembre 1944 et le 15 janvier 1945, plus d'1 million de vêtements furent emballés pour être expédiés d'Auschwitz. Environ 95 000 de ces colis furent envoyés vers les camps de concentration en Allemagne. À partir du 17 janvier, quelques 58 000 détenus d'Auschwitz ont été évacués sous la surveillance des SS, d'abord à pied vers l'ouest, puis par train de marchandises à toit ouvert vers des camps de concentration en Allemagne et en Autriche, comme Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Grossrosen, Mauthausen, Dora, Mittelbau, Ravensbrück et Sachsenhausen. Quelques 9 000 prisonniers furent abandonnés dans les camps Arbon 1 et 2, jugés trop malades ou trop faibles pour se déplacer. Pendant les marches de la mort, les SS abattaient d'une autre manière quiconque était incapable de continuer. Des milliers de gardes suivaient de près les prisonniers, tuant quiconque s'arrêtait ou tombait. Peter Longrich estimait qu'un quart des détenus furent exécutés de manière informelle au cours de ces longues marches. En décembre 1944, quelques 15 000 prisonniers juifs étaient arrivés d'Auschwitz à Bergen-Belsen, où ils furent libérés par les Britanniques le 15 avril 1945. Le 20 janvier, les crématoires 2 et 3 explosèrent, et le 23 janvier, les entrepôts du Canada furent incendiés. Selon les récits, ils brûlèrent pendant 5 jours. Le crématoire 4 avait été partiellement démoli après la révolte du Sonderkommando en octobre, et le reste fut détruit par la suite. Le 26 janvier, la veille de l'arrivée de l'armée rouge, le crématorium 5 fut détruit. Le samedi 27 janvier 1945, vers 9 h du matin, l'armée rouge pénétra dans le complexe concentrationnaire. Le premier camp à être libéré fut Auschwitz III, situé à Monowitz.
la 61e armée du 1er front ukrainien arriva à Auschwitz-Brahme et II vers 15 heures le même jour. Elle y trouva 7000 prisonniers vivants dans les 3 camps principaux, 500 dans les autres camps annexes et plus de 600 cadavres. Parmi les objets découverts figuraient 837 000 vêtements féminins, 370 000 costumes masculins, 44 000 paires de chaussures et 7 000 kg de cheveux humains, que la Commission soviétique des crimes de guerre estimait provenir de 140 000 femmes. L'Institut des sciences médico-légales de Cracovie a examiné certains cheveux et a découvert qu'ils contenaient des traces de cyanure d'hydrogène, l'ingrédient principal du Zyklon B. Primo Levi, le célèbre écrivain juif italien et survivant de l'Holocauste, a décrit avoir vu les 4 premiers soldats à cheval s'approcher d'Auschwitz III, où il avait été à l'infirmerie. Selon Levi, les soviétiques jetaient des regards étrangement honteux sur les corps étendus, les baraquements détruits et les rares survivants parmi nous. Ils ne nous saluaient pas et ne souriaient pas, ils semblaient oppressés non seulement par la pitié, mais aussi par une réserve confuse qui leur fermait les lèvres et fixait leur regard sur la scène des funérailles. C'était cette honte que nous connaissions si bien, celle qui nous étouffait après les sélections. Et chaque fois que nous devions assister ou subir un outrage, la honte que les Allemands ignoraient, la honte qu'éprouve un homme juste face au crime d'autrui, le sentiment de culpabilité qu'un tel crime ait existé, qu'il soit entré irrévocablement dans le monde des choses existantes et que leur volonté de faire le bien se soit révélée trop faible, voire inexistante, et n'ait servi à rien pour se défendre. Georgi Elizavetsky, un soldat soviétique entré dans l'une des baraques, a déclaré en 1980 avoir entendu d'autres soldats dire aux détenus « Vous êtes libres, camarades ». Mais ils ne répondirent pas. Alors, il essaya de parler russe, polonais, allemand et ukrainien. Puis, il utilisa un peu de yiddish, la langue des Juifs d'origine européenne. Ils pensaient que je les provoquais et commencèrent à se cacher. Et ce n'est que lorsque je leur dis en yiddish « N'ayez pas peur, je suis colonel de l'armée soviétique et juif, nous sommes venus vous libérer ». Finalement, comme si la barrière s'était effondrée, ils coururent vers nous en hurlant, s'agenouillèrent, embrassèrent les revers de nos manteaux et nous étreignirent. Le service médical militaire soviétique et la Croix-Rouge polonaise établirent des hôpitaux de campagne qui soignèrent 4500 prisonniers souffrant des effets de la famine comme la diarrhée et la tuberculose, avec l'aide de bénévoles locaux, qui apportèrent leur aide jusqu'à l'arrivée de l'équipe de la Croix-Rouge de Cracovie début février. À Auschwitz, les couches d'excréments sur le sol des baraquements devaient être grattées à la pelle. L'eau était puisée dans la neige et dans des foyers. Avant l'arrivée de l'aide supplémentaire, 2200 patients furent pris en charge par quelques médecins et 12 infirmières de la Croix-Rouge polonaise. Tous furent ensuite transférés dans les bâtiments en briques d'Auschwitz-Inn, où plusieurs blocs furent transformés en hôpital, avec un personnel médical travaillant par roulement de 18 heures. La libération d'Auschwitz reçut peu d'attention de la presse à l'époque. L'armée rouge était concentrée sur son avancée en Allemagne et la libération du camp n'avait pas été l'un de ses objectifs principaux. Boris Polevoy rapporta la libération dans la Pravda du 2 février 1945, mais ne mentionna pas les Juifs, et les détenus furent collectivement qualifiés de « victimes du fascisme ». Ce n'est qu'avec l'arrivée des alliés occidentaux à Buchenwald, Bergen, Belsen et Dachau, en avril 1945, que la libération des camps reçut une large couverture médiatique, écrivant une page indélébile de l'histoire universelle de l'horreur.